Regarder plusieurs épisodes à la suite sans se rendre compte que l'on vient de terminer une saison entière de Stranger Things en une seule soirée, ou même la série complète de Lupin en un week-end. C'est devenu presque banal. Et ce mode de consommation a un nom, le binge-watching, parfois qualifié de visionnage boulimique, qui consiste à passer beaucoup plus de temps que prévu devant Netflix. Ce phénomène est observé et étudié depuis des années. Sur ce point, je ne vous apprends probablement rien, vous en avez déjà sans doute fait l'expérience. Pourtant, on réduit trop souvent le binge-watching à une simple question de goût ou de plaisir, et cette lecture est incomplète, car elle oublie un élément central, le rôle de la plateforme elle-même. Netflix ne se contente pas de proposer des contenus attractifs, tout est conçu pour repousser au maximum l'apparition de l'ennui. Et cette mécanique s'immisce jusque dans les récits eux-mêmes, dans l'écriture des scénarios, le rythme des dialogues, la répétition des informations clés. Sans que vous vous en rendiez compte, Netflix organise l'expérience de bout en bout. Vous commencez une série en cuisinant, Netflix l'a anticipé. Vous vérifiez votre téléphone toutes les 2 minutes, Netflix l'a prévu. Et si vous n'avez pas envie de lever le petit doigt pour lancer l'épisode suivant, Netflix s'en charge pour vous. Rien n'est laissé au hasard. L'objectif de cette vidéo n'est pas de diaboliser Netflix, mais de comprendre comment la plateforme a fait de l'ennui son principal adversaire et comment tout est conçu pour que vous ayez toujours une bonne raison de regarder encore un épisode. Joke that I like to make with every director I work with, like when they're really puzzling over a shot or really grinding out something, I go, it's not going to look as good on the phone. When just everyone. Matt Damon est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain. Et ce qu'il dit ici peut sembler brutal, mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il décrit, beaucoup de critiques le disent depuis des années. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut regarder comment Netflix transforme les scénarios. Et pour ça, il faut revenir un peu en arrière. En 2013, Reed Hastings, cofondateur et directeur de la plateforme, décide de produire ses premières créations originales, avec House of Cards et Orange is the New Black. Et les deux succès valident cette décision stratégique. Netflix ne veut plus seulement être un diffuseur, il veut devenir producteur. Netflix's basic concern is to get as many subscribers paying them $10 a month as possible. And they found that the best way to do that is have original programming that people can't get anywhere else. And so it's not a similar a strategy too dissimilar than that of Canal+, for instance. À partir de là, les créations deviennent un pilier central de la plateforme. Entre 2017 et 2018, leur nombre augmente de près de 88%. Netflix attire même des noms de réalisateurs oscarisés comme Martin Scorsese ou Bong Joon-ho. 넷플릭스와 일한 경험은 되게 좋았고요. 특히 이 영화 예산이 결코 작은 예산이 아니거든요. 이 정도 큰 예산을 이 정도 감독한테 100%의 창작의 자유를 주면서 찍게 하는 게 정말 환상적이었고요. 실제 영화를 찍는 과정, 또 캐스팅이나 편집 모든 과정에서 전혀 간섭이 없고 저의 비전을 다 존중해줬기 때문에 정말 행복한 작업이었고요. Mais cette liberté affichée cache une autre réalité, celle de l'uniformisation des récits. La première grosse alerte vient de France. En 2022, l'essayiste et critique cinéma Romain Blondeau publie Netflix, l'aliénation en série. Et dans ce livre, il révèle l'existence de 69 pages de directives scénaristiques envoyées à ceux qui travaillent pour Netflix. 69 pages pour expliquer comment raconter une histoire. So usually you're leading with some elements and genre, elements that audiences are familiar with, but then charge them with emotions, so the audience can be hooked right away without using too much of their brain. Everyone's exhausted from their life already. Ces consignes ne concernent pas ce qu'on raconte, mais comment on le raconte. L'objectif est clair. Netflix veut créer la recette parfaite pour retenir l'attention du spectateur. Il faut qu'à tout moment, si on n'a pas l'œil sur l'écran principal et qu'on est sur un deuxième écran, il faut qu'à tout moment on puisse quand même suivre, savoir ce qui se passe, qui parle. Donc il y a beaucoup d'éléments aussi auditifs finalement qui nous permettent de suivre le fil de tout ça. Donc en fait on va verbaliser beaucoup les informations. Un exemple très parlant, c'est la série Dark. Chaque épisode est signalé explicitement par l'image comme par le dialogue. Les informations clés sont répétées, reformulées, parfois plusieurs fois par épisode. Ces révélations ne restent pas confinées aux livres ou aux études universitaires.
elles explosent dans l'espace médiatique. It's starting to have an effect on how you make movies. Like, for instance, Netflix, a standard way to make an action movie that we learned was, you usually have like 3 set pieces, one in the first act, one in the second, and one in the third, and they kind of ramp up, and the big one with all the explosions, and you spend most of your money on that one in the third act. That's your kind of finale. And now they're like, can we get a big one in the first 5 minutes to get somebody, we want people to stay. Yeah. Et tout ce qu'on analyse ici n'est pas qu'une impression. 3 chercheurs ukrainiens ont publié une étude très poussée sur ce sujet en analysant 150 productions originales Netflix entre 2016 et 2022. Et pour vous résumer la thèse facilement, elle montre une augmentation significative du storytelling non linéaire, des flashbacks et surtout des récits interconnectés, tandis que les formes plus classiques déclinent. En gros, la règle traditionnelle du cinéma, montrer plutôt que dire, est progressivement inversée par Netflix. Aujourd'hui, il faut souvent dire avant de montrer pour que le spectateur reste. So they're giving them notes now, but they're not telling them what to do, but they're saying like, this is when people are tuning out. And so let's, just so you have that data, now decide how you want to edit things. It's like, oh. On le voit très bien dans la dernière saison de Stranger Things, chaque moment clé est accompagné de rappels d'informations ou de dialogues explicatifs, comme si la série craignait de perdre l'attention du spectateur, ne serait-ce qu'une seconde. Je pense que Netflix, peut-être un des marqueurs de ce changement de paradigme, c'est que Stranger Things, elle est écrite comme Dark, par exemple. Ce sont des séries qui ont une mythologie très dense, où, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est plus lié au fait que ce sont des séries qu'on binge-watch. Il existe bien sûr des exceptions. Certaines productions montrent que Netflix peut encore surprendre, mais elles restent marginales. Si Netflix influence directement la manière dont les histoires sont racontées, ce n'est qu'une partie de la façon dans laquelle elle lutte contre notre ennui. Maintenant, voyons comment la plateforme agit avant même que le premier épisode ne commence. La manière de diffuser les films est tout aussi importante que les films eux-mêmes, car chaque fonctionnalité, chaque transition, chaque détail a été pensé pour réduire les moments de pause. Et vous allez voir que parfois, ce sont des détails minuscules qui font toute la différence. Le premier exemple, c'est l'autoplay. À peine un épisode se termine que le suivant démarre automatiquement. Ce détail peut sembler anodin, en réalité, il a un vrai impact. Et une étude menée par des chercheurs de l'université de Chicago montre que désactiver l'autoplay réduit significativement le temps moyen passé sur Netflix. Là-dessus, ça ne doit pas vous étonner. Pour vous expliquer ça plus clairement, nous avons créé un graphique à partir de l'étude. Pour le groupe avec l'autoplay activé, la courbe montre que la majorité des utilisateurs regardaient en moyenne environ 45 minutes par session Netflix. Mais la ligne rouge qui indique le temps moyen pendant l'étude est à 70 minutes. Cela signifie que les utilisateurs avec l'autoplay ont regardé beaucoup plus longtemps que leur moyenne habituelle. Maintenant, regardons le groupe avec l'autoplay désactivé. La moyenne est centrée autour de 60 minutes de visionnage et la ligne rouge est à 62 minutes, presque au même endroit. C'est la preuve que l'autoplay a un vrai impact sur notre temps de visionnage. Et ce détail, il est encore plus pervers qu'il n'y paraît. Il y a 7 ans, la pause entre 2 épisodes Netflix durait 15 secondes. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 5 secondes. 5 secondes pour décider d'arrêter ou de continuer sans réfléchir. Le deuxième pilier de Netflix, c'est la recommandation personnalisée. Fin 2025, la plateforme révélait que plus de 80% des contenus regardés viennent directement de ces recommandations. Autrement dit, la plupart du temps, ce n'est pas vous qui choisissez quoi regarder, Netflix l'a déjà fait pour vous, avant même que vous hésitiez. Et le troisième levier, c'est peut-être le plus surprenant, c'est la publicité. Contre toute attente, elle ne fait pas fuir les spectateurs. Au contraire, les abonnés aux offres avec pub restent plus longtemps sur la plateforme. Alors pourquoi ? Parce que Netflix intègre la publicité dans l'univers narratif des séries, avec les mêmes acteurs, les mêmes codes, presque la même histoire. Résultat, la pub ne casse plus l'immersion, elle en fait maintenant partie. Encore une fois, je m'appuie sur une thèse universitaire qui analyse tout cela, je mets le lien en description. Et Netflix assume totalement sa stratégie puisqu'il prévoit de doubler ses revenus publicitaires d'ici 2026. Pris ensemble, ces 3 mécanismes peuvent sembler anodins, mais combinés, ils dessinent une plateforme pensée pour vous garder le plus longtemps possible. Et cette logique ne s'arrête pas encore là.
Car Netflix influence aussi la manière dont ses films sont diffusés. La preuve, ce sont ses choix stratégiques très récents. Vous en avez très certainement entendu parler, Netflix envisage le rachat de Warner Bros. Discovery, un groupe qui détient par exemple Harry Potter ou encore Game of Thrones. En parallèle, Netflix a aussi signé un accord avec Sony qui lui garantit l'exclusivité du streaming de ses films pendant 18 mois après leur sortie en salle. En gros, pour faire simple, cela signifie que pour une grande partie du cinéma, Netflix devient le passage obligé. La diffusion se resserre, les alternatives disparaissent et l'expérience du spectateur est de plus en plus pensée pour être sans rupture. Alors non, Netflix ne tue pas le cinéma, mais il transforme profondément la manière dont on le regarde. Ce que montrent les données, les études académiques et les témoignages, ce n'est pas une uniformisation des histoires, mais une normalisation des règles de l'attention. D'ailleurs, si l'une des études dont je vous ai parlé dans cette vidéo vous intéresse, je vous mets les liens dans la description. La vraie question est donc de savoir jusqu'où cette optimisation de l'attention redéfinit aujourd'hui notre rapport aux œuvres. À force d'anticiper chaque distraction, de guider chaque regard et de combler chaque silence, l'expérience du récit change. Elle devient plus fluide, plus efficace et surtout plus dirigée. Et l'ambition de Netflix n'a rien de caché. Elle est même assumée depuis longtemps. En 2017, le directeur de Netflix déclarait que son principal concurrent n'était ni une autre plateforme, ni le cinéma, mais le sommeil. Une déclaration qui, à elle seule, dit beaucoup du modèle que le streaming a contribué à installer.